bim. Black Swan, le signe noir de Nassim Nicolas Taleb, la puissance de l'imprévisible. Alors, on est avec Georges et Clem. Est-ce que vous connaissez le signe noir ? Alors, moi je connais parce que j'ai lu un autre bouquin, je crois, de Nassim Nicolas Taleb. Enfin, je connais pour 2 raisons. Déjà, j'ai lu un autre bouquin de ce gars, et en plus, il est libanais. Et donc, par pur communautarisme. J'aime bien. Et je trouve qu'il a une logique assez implacable. Et voilà, donc j'aime bien le personnage. Parce que t'es libanais, on l'a jamais dit. Parce que je suis libanais. Et toi, Clem, tu connaissais ? Non, je connais pas. Ok, donc c'est un livre qui explore les événements qu'on ne peut pas prédire, mais qui sont lourds de conséquences. Donc ça s'appelle Le signe noir, et donc il parle de signes noirs positifs ou négatifs, et il dit que c'est un événement considéré comme improbable, mais causant des conséquences massives. Et toujours expliqué rétrospectivement. Donc à chaque fois qu'il arrive, en général, les gens après ils vont dire ah mais on savait très bien que ça allait arriver, c'est logique que ça soit arrivé, voilà. Donc un signe noir, il a toutes ces caractéristiques-là. Et le bouquin explique que les événements de type signe noir façonnent notre monde, et pourtant nos experts ne sont pas en capacité de les prendre en considération. Et donc ça c'est moi qui le rajoute, pour moi c'est un livre qui est pas mal d'actualité, parce qu'on verra que d'une part l'explosion qu'il y a eu au Liban le 4 août dernier, et d'autre part même tout ce qui se passe autour du Covid, en fait je pense que selon la définition du bouquin on peut dire que c'est tous les deux des signes noirs. Mais du coup c'est quoi précisément la définition du bouquin? C'est genre un truc à fort impact et à très faible probabilité, c'est ça? Alors justement, là c'est comment tu peux le définir en intro, ouais. Okay. Donc fort impact, très faible probabilité, enfin imprévisible. Donc fort impact imprévisible, et à chaque fois qu'il a lieu, tu t'amuses à expliquer. Ouais. Mais en fait, ta question elle est compliquée parce que tout le bouquin en fait, oui, c'est de définir ce truc-là, quoi. Okay. Voilà. Donc je vais pas y répondre en une phrase. Et donc ce qu'on disait, c'est que Nassim Taleb il est d'origine libanaise, donc comme toi. Et il faut noter quand même, je pense que c'est ce que tu voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un de particulier quand même, et qu'il n'hésite pas à insulter tous ceux qui l'aiment pas. Et donc voilà, comme le fait remarquer Thomas sur Amazon, qui a mis 1 étoile au bouquin. Et Thomas il est pas content, et donc il dit insupportable, prétentieux, dédaigneux, arrogant, rempli de stéréotypes et parsemé d'un humour autosatisfait, que ce livre est pénible. Dommage, l'idée du signe noir était passionnante. Donc Thomas il est vénère. Et ce gars, du coup, c'est quoi l'auteur, je veux dire, pas Thomas, c'est quoi son background? Enfin, lui, qu'est-ce qu'il a comme Alors, je expertise? crois qu'il est trader, et il est spécialisé dans l'économie. Ouais. Okay. Tu me contredis? Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis pas certain, mais en gros, je sais qu'il a été trader, mais du coup, il a un très fort background en mathématiques. Donc, je sais pas s'il a, à la base, il a pas une formation de maths pour être devenu trader. Ouais. Ou peut-être qu'il avait une formation d'économie, puis il est devenu trader, puis il est devenu chaud en maths. Mais en gros, le fait est qu'il est assez pointu en mathématiques. Pour avoir lu un de ses papiers, ouais. Enfin, pour avoir essayé de lire un de ses papiers, j'ai rien compris. Et effectivement, il a l'air d'être chaud en maths. Donc effectivement, je peux confirmer. Et moi, je suis assez d'accord avec Thomas. Genre, à la base, j'avais un a priori positif du gars, ouais. Vu que j'avais apprécié son bouquin, et en plus, il est libanais. Et un jour, je me suis abonné à son profil Twitter, qu'il gère personnellement. Et du coup, tu sais, il écrit des trucs, il s'adresse aux gens, etc. Et le mec est imblairable, quoi. Et genre, Et genre, je me considère pas comme quelqu'un de particulièrement humble ou gentil. Donc j'ai une tolérance aux gens un peu péteux, mais lui, genre, franchement, ça a l'air d'être un enfer. Donc je plains son entourage. Et donc peut-être qu'il va trouver notre podcast et qu'il va trouver qu'on parle mal du bouquin. Mais non, mais Nicolas, on te salue, il est vachement bien ton bouquin. Donc effectivement, au début du livre, il commence par un petit peu insulter les gens qui pourraient lui reprocher le fait de ne pas assez démontrer les choses, de pas assez détailler les calculs, les formules ou les détails, comment il est arrivé à telle ou telle conclusion dans son bouquin. Et lui, ce qu'il répond, c'est qu'un essai est un exercice impulsif de méditation, pas un rapport scientifique. Donc il dit parler coûte peu cher. On pourrait dire par exemple qu'un signe noir n'est pas un signe, car la blancheur pourrait être une composante essentielle du fait d'être un signe.
Ce genre de remarques sont probablement importantes dans un département de philosophie, mais nous qui vivons dans le monde réel, laissons ce genre de remarques pour le week-end. Voilà. Et donc effectivement, le bouquin il est très accessible, très abordable, et tout ce qui est formule mathématique et démonstration hardcore, c'est pour ces papiers, quoi. Ok. Mais du coup, derrière, il référence effectivement des études qu'il a fait soit lui-même, soit d'autres. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc théoriquement, on pourrait aller si on voudrait, quoi. Tout à fait. Le truc, c'est que 99% des gens ne vont pas le faire. Mais... c'est ça. Okay. Et juste, t'as pas expliqué c'était quoi un signe noir dans la nature, quoi. T'as dit signe noir, signe blanc, c'est peut-être une composante. Ah ben non, mais en fait, lui, signe noir, c'est une métaphore qu'il utilise dans le sens où les signes, on croit que c'est blanc, mais un jour, on peut tomber sur un signe noir, on n'en sait rien. Et donc, c'est une métaphore pour dire un signe noir, c'est un événement improbable. D'accord. Voilà. Mais donc, du coup, c'est ça. Et ça existe dans la nature d'un signe noir ou pas? Je pense pas. Okay. Moi, j'en sais rien. En vrai, je pense pas. Mais ça se trouve, genre, il y a un signe sur 10 000, il est noir. Ça se trouve. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Auquel cas, la métaphore serait pas ouf. Mais c'est comme dans le 16e, tu vois, parfois, il y a une personne sur 10 000, elle est noire, tu vois. Dans le 16e, ouais. Ça arrive, hein. Ça arrive. Donc la première partie, il l'appelle la librairie de Umberto Eco. Umberto Eco, c'est un écrivain, et il dit comment on cherche validation. Et ce chapitre, en fait, il parle de l'importance d'avoir une grande librairie avec énormément de bouquins, mais énormément de bouquins non lus, qui rappelleront à chaque moment la quantité de choses qu'on ne sait pas. Et c'est fondamental, selon lui, de bien garder en tête la quantité de choses qu'on ne sait pas. Certains ont une grande librairie juste pour faire genre, pour impressionner les gens. D'autres, comme Umberto Eco, ils l'utilisent comme outil de recherche et comme rappel de tout ce qu'il ne sait pas. D'accord ? Donc cette remarque, elle va se lier à tout ce qui est signe noir, puisque effectivement le signe noir, il va surgir de là où on n'avait pas regardé, en fait. Donc il dit que le cerveau humain souffre de 3 erreurs. La première, c'est l'illusion de comprendre le monde alors qu'il est bien trop compliqué et bien trop aléatoire pour vraiment le comprendre. La deuxième, c'est qu'on est très bon à faire sens des événements passés. C'est évident que la guerre a eu lieu après tel événement, alors qu'à l'époque on n'en savait rien sur le coup. Et le troisième que je vais développer un peu, c'est le danger des catégories, de catégoriser les choses. Donc une chose intéressante pour un probabiliste comme lui, est que catégoriser les choses, en fait, il dit, c'est toujours équivalent à simplifier les choses. Et cette démarche peut avoir des conséquences explosives, il dit, dans la génération de signes noirs. Donc, comme exemple, il dit, la prochaine fois qu'un martien arrive sur Terre, essaie de lui expliquer pourquoi ceux qui autorisent l'extermination d'un fœtus dans le ventre d'une mère opposent aussi la peine de mort, pourquoi ils préfèrent des taxes hautes mais peu de force militaire, pourquoi ils préfèrent la liberté sexuelle contre la liberté économique individuelle. Voilà, lui dit que c'est arbitraire et que la meilleure manière de prouver le caractère arbitraire de ces catégories est de remarquer qu'elles ont tendance à s'inverser au long de l'histoire. Et ce qu'il donne comme exemple, c'est qu'aujourd'hui on a une alliance entre les Israéliens, les fondamentalismes chrétiens et un antisémitisme qui est plutôt du côté de l'islam, alors qu'avant c'était tout le contraire. Okay. Bref, il dit tu peux penser que l'islam radical est ton allié contre le communisme, avec ce qui s'est passé en Afghanistan, jusqu'à ce que tu te manges 2 avions sur tes tours à New York. Voilà. En gros, certains événements aléatoires fusionnent les gens dans des catégories qui vont supporter la même cause. Et donc, il dénonce cette simplification. Okay. Ouais, mais je vois, enfin, je pense voir un peu ce que ça veut dire. Mais après, enfin, c'est 3 défauts du cerveau humain. Mais c'est aussi, genre, en soi, on deviendrait fou si on faisait pas ces 3 trucs-là, je pense, tu vois. Genre, après, je pense qu'il cherche pas à dire si c'est bien ou si c'est mal, tu vois. Lui, il a pas de jugement de valeur. Mais je pense que, tu vois, genre, notre cerveau, il a des capacités limitées. Et si on simplifiait pas un peu les choses, si on n'essayait pas de comprendre, tu vois, genre... Ouais. Et tout, non, mais ça c'est vrai ce que tu dis. Par contre, là, les 3 points que je viens de citer, en fait, il va s'appuyer dessus pour dire, bah, c'est à cause de ces 3 biais-là que les Black Swan existent, en fait. Ouais. Enfin, qu'ils existent, qu'on est vulnérable aux Black Swan, en fait. Donc, la première illustration du Black Swan, et c'est la plus connue pour lui, c'est le fameux graphique de la dinde que tu peux montrer, Georges, qui fait des... Donc c'est une dinde qui a l'air intelligente, elle a des lunettes et tout, et elle fait des projections, c'est-à-dire que la dinde, elle se fait engraisser, et elle fait des projections, et elle dit, bah voilà, je projette que dans le prochain trimestre, je vais continuer à me faire engraisser, basé sur comment je me suis fait engraisser par le passé.
Et en fait, il y a Thanksgiving et elle se fait buter par le boucher. Donc ça, c'est la première illustration du Black Swan. Et donc il dit que peut apprendre une dinde de ce que l'avenir lui réserve en se basant sur le passé. Bah, peut-être beaucoup, mais sûrement un peu moins qu'elle ne le pense. Et ce un peu moins peut faire toute la différence. Et donc juste en dessous, il y a le graphique de la dinde où genre, voilà, on voit qu'au fil des jours, elle s'engraisse, et que au jour 1000 sur le graphique, hein, c'est arbitraire je pense, big surprise for the turkey, grande surprise pour la dinde, elle se fait tuer par le boucher parce que c'est Thanksgiving. Et donc l'histoire de la dinde illustre pourquoi c'est dangereux d'utiliser le passé pour prédire le futur. Elle montre aussi que les signes noirs sont relatifs au savoir. Le boucher, lui, il sait que la dinde va se faire tuer. Donc il encourage à garder l'esprit ouvert et ne pas être un gros pigeon. Donc, gros pigeon, c'est ma traduction de not to be a sucker. Et donc ce graphe aussi montre que les gens confondent les phrases « je n'ai pas trouvé de preuve de signe noir ». Donc ça, ils le confondent avec « j'ai trouvé une preuve qu'il n'y a pas de signe noir ». Ouais. Putain, il est subtil. Mais oui, mais c'est vrai que c'est cool. J'aime bien c'est l'exemple de la dinde où en fait tu peux l'appliquer à n'importe quoi, la poule, en fait tous les animaux qu'on mange en soi. Je trouve que c'est un bon exemple de vulgarisation pour expliquer un concept. Genre, je trouve ça cool parce que genre juste dire c'est dur de prévoir les éléments futurs uniquement basés sur le passé, ou dire genre il y a des éléments à très faible probabilité qui ont un fort impact et il faut y faire attention. C'est beaucoup moins sexy et compréhensible que de dire bah regarde la dinde, si elle se base ou la vache, si elle se base sur sur toute son existence, bah on la nourrit toute son existence tous les jours à heure précise, etc. Ça s'est répété et un jour bam on va la buter. Et du coup si elle avait fait ce qu'on faisait aujourd'hui, bah en fait elle aurait jamais vu sa mort et elle serait morte, quoi, tu vois. Donc là on parle de la dinde, mais typiquement voilà, ce qu'on disait au début, c'est que le Covid par exemple on va prendre les entreprises qui sont dans l'aéroporté. Elles étaient contentes, elles avaient des graphes qui montent, et bim, zéro, quoi, du jour au lendemain. Et donc voilà, Black Swan pour eux. Ouais, je trouve ça cool de prendre des exemples genre assez simples que tout le monde peut comprendre, quoi. Bah voilà, mais celui-là il est super connu. Je pense qu'il a dû le tweeter aussi pas mal de fois. il a dû être retweeté pas mal de fois. C'est vrai que c'est assez parlant. Un autre point qu'il aborde, c'est qu'il dit l'erreur de la narration et le fait d'aimer simplifier, réduire les dimensions de la réalité. Donc il se pose la question, à quoi sert un narratif ? Donc prenez deux phrases, dites la première phrase, le roi et la reine sont morts, et prenez la deuxième phrase, le roi est mort et puis la reine est morte de chagrin. Il dit la deuxième phrase est bien plus longue, mais elle est plus facile à retenir car elle contient une seule information autour de deux. Donc ça c'est une des raisons pour laquelle on aime bien les narratifs. Donc il va dire que ne pas théoriser, ne pas créer de narratif, en fait c'est un acte en soi. Théoriser, c'est l'option par défaut, et maintenant on le sait grâce au progrès de la science sur le cerveau. Et donc là, il va citer 3 expériences qui sont assez intéressantes, qui vont montrer que la narration, en fait, c'est le mode par défaut. Attends, mais tu peux redire, j'ai pas compris pourquoi dans le roi est mort, la reine est morte de chagrin. Il dit qu'il y a 2 infos là-dedans. Ouais. Non, le roi est mort et la reine est mort. T'as dit le roi et la reine sont morts, ça c'est la première phrase. Voilà. Selon lui, il y a 2 infos là-dedans. Ah ouais, d'accord. Il faut retenir que le roi et la reine sont morts. Et du coup, l'autre, le roi est mort, ça c'est une info. Et puis la reine est morte de chagrin. Non, on s'en fout. Tout ça, c'est une info. Non, ce qu'il dit, c'est que si tu le mets sous forme d'histoire, le roi est mort et la reine est morte de chagrin, c'est une info parce que t'as fait une petite histoire. Ah oui, il y a un espèce de lien logique, voilà. On comprend le. Maintenant, si on te dit, Louis XIV est mort et sa femme est morte, c'est 2 infos, quoi. Ouais, d'accord. Là, c'est le fait qu'il y a un lien entre la mort de la reine et la mort c'est ça. du roi. Je sens que t'aimes pas cette. J'avais pas compris non plus. Ah, merci. C'était pas clair du tout. Donc première expérience, ça doit être le 6e livre dans lequel je lis cette expérience. C'est vraiment que les gens y tiennent, mais elle est rigolote. Donc on va en parler 6 fois. Donc allez, c'est parti du coup. La première expérience, c'est le Split Brain Experiment. Donc c'est une expérience où il y avait des patients épileptiques qui avaient des crises d'épilepsie très fortes.
Et une des manières qu'on a trouvé pour réduire ces crises d'épilepsie très fortes, on ne savait pas faire autrement, c'était de couper le bloc de nerfs qu'il y avait entre l'hémisphère sud et l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Hein, donc ça empêchait les orages épileptiques de se propager. Et donc apparemment, si tu fais ça, le gars, il est vivant, hein, il va très bien. Ce qui est quand même pas. Ça a l'air hardcore. Ce qui est quand même pas évident. Mais du coup, ce genre de patient, en fait, c'est une mine d'or pour tout ce qui est recherche sur. Ils étaient trop contents. Sur le cerveau, ils sont trop contents. T'as un hémisphère droit et un hémisphère gauche qui sont séparés, en fait, qui peuvent pas communiquer. Dans une même personne. Voilà. Et donc, en gros, vu que l'hémisphère droit, il va contrôler par exemple la main gauche, l'œil gauche, la partie gauche de la rétine pour être plus précis, et que l'hémisphère gauche, ça va être le contraire, tu vois, tu vas pouvoir parler à un des hémisphères sans que l'autre entende. Okay. Donc, par exemple, si tu flashes un mot du genre « lève-toi et marche » à l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit le voit pas. Okay. Voilà. Et donc, tu peux faire des expériences qui sont pas mal avec ça. Donc notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère avec lequel tu parles. Okay, donc c'est l'hémisphère qui va expliquer. C'est l'hémisphère qui va être le narrateur. Voilà. Donc par exemple, si tu flashes à l'hémisphère droit un truc du genre lève-toi et marche, et que donc le mec va se lever et va marcher, et tu lui demandes pourquoi tu t'es levé et pourquoi j'ai marché, il va te dire j'avais envie de prendre un coca. Tu vois. Tu peux faire autre chose, tu peux mettre un film de boule à l'hémisphère droit. Et la personne va rougir et elle va rigoler. Et tu fais mais pourquoi tu rougis et pourquoi tu rigoles? Et la personne elle va répondre la machine là-bas dans le fond elle est rigolote. Ah ouais, ouais, voilà, ouais. Mais attends, c'est complètement chelou. Et donc c'est un truc de ouf cette expérience. Donc elle est giga connue. Et t'as d'autres trucs un peu plus creepy du genre t'ouvres une porte avec ta main droite et d'un coup il y a la gauche qui surgit et qui la ferme, tu vois. Et t'as rien demandé quoi. Et tu peux plus rentrer chez toi. mais du coup, la vie du gars, elle est horrible. Ouais, mais du coup, il a passé. Apparemment, voilà, il aurait pas ces crises d'épilepsie de ouf. Ouais. Et donc, c'est un peu le seul moyen. Il y a même des mecs qui a priori, seraient passés près de se faire étrangler par leurs mains qu'ils maîtrisaient pas. Donc, non, il y a parce qu'ils en maîtrisent pas une. Il y en a une, elle n'est pas associée au narrateur, ouais, donc c'est ça. Elle est pas à la logique, quoi, aux histoires. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, là, avec les expériences dont tu parlais, ce que ça montre, c'est que à chaque fois, du coup, l'hémisphère gauche, il va essayer de construire une histoire autour d'un acte, quoi. Voilà, donc juste ça, parce que là, on va pas passer 3 heures, parce qu'effectivement, je vais la dire à chaque fois, cette expérience, mais effectivement, là, ça montre que on a un moi narrateur, en fait, et qui est là juste pour expliquer les conneries qu'on fait, tu vois. Et pareil, tu vas arriver en retard au taf, ton moi narrateur, il va te persuader, toi et ton employeur, que c'est pas de ta faute parce que surtout ton employeur. Mais même toi, hein. ou alors il va te persuader que de toute façon c'est pas grave parce que c'est des connards à ton taf, machin, tu vois. On a vraiment un moi narrateur qui essaye de faire sens des conneries qu'on fait. Donc ça, c'est la première expérience. Et la deuxième expérience, c'est que tu peux aussi inhiber l'hémisphère gauche en lui envoyant des chocs électriques. Et là, genre, ce que tu peux faire, c'est par exemple montrer la figure d'après. Et tu peux lire la phrase aussi. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Voilà, donc on a affiché à l'écran une phrase, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, mais elle est écrite sur 4 lignes et en très gros. Et en fait, ce qu'il faut remarquer dans la phrase, c'est qu'il y a le mot que et 2 fois dans la phrase. Et donc forcément quand tu lis la phrase, putain, il m'a piégé. Putain, vas-y, tu refais plus jamais ça. Je t'ai piégé. Et donc forcément tu le lis pas 2 fois le mot que parce que voilà, t'as ton narratif, tu sais ce que c'est la phrase. Et donc ce qu'il dit, c'est que quand tu inhibes l'hémisphère du narratif avec des petits chocs électriques, en fait tu réduis le taux d'erreur sur ce genre de phrase. Et donc le cerveau devient alors capable de mieux voir les objets pour ce qu'ils sont, hors théorie et préjudice. Ah, mais c'est intéressant ça, parce que je pense que c'est pas hyper facilement compréhensible. C'est en gros, il y a une phrase où il y a marqué « un tien vaut mieux que 2 tu l'auras ». Et en fait, quand tu demandes à quelqu'un spontanément de la lire, donc moi là par exemple, je suis à voir, j'ai lu juste « un tien vaut mieux que 2 tu l'auras ». Et en fait, ça montre que, vu que je connais ce proverbe, je n'ai pas vu la réalité des choses qui était qu'il y avait mieux que. Et j'ai vu un seul que. Parce qu'il y avait mon narratif et mon truc qui a... Et du coup, c'est un bon exemple on voit pas vraiment la pure réalité des choses
parce qu'on a une forme d'intelligence et de préconception sur les choses. C'est ça. Qui nous empêche de voir. Je trouve que c'est un bon exemple si je connaissais pas celui-là. C'est ça. Et la troisième expérience qui est assez fun, bon, c'est un fait divers, hein, c'est pas une expérience, c'est l'attaque en justice. Donc un patient qui a attaqué en justice son docteur parce qu'après avoir pris des médicaments pour Parkinson, donc les médicaments auraient inhibé une partie de son cerveau, celle qui limite donc la capacité à voir ses théories. Et donc ça a inhibé cette partie-là, et donc ça l'a conduit à voir des patterns dans les nombres aléatoires, et donc à devenir accro au jeu. Donc c'est un phénomène courant apparemment, et donc à perdre beaucoup d'argent au casino. Donc il a vu des patterns dans les nombres, parce que la partie qui inhibe la théorisation dans le cerveau était complète. Enfin, la partie qui limite la capacité à avoir des théories dans le cerveau a été inhibée. Et donc voilà, il a vu des patterns dans les nombres, il a perdu beaucoup d'argent et il a attaqué en justice son docteur. Ah mais c'est marrant, mais c'est ouf ça. Putain, mais en fait c'est un peu comme le nombre 23 de Jim Carrey ou genre c'est ça. Ou les complotistes, tu vois. C'est les mecs qui voient des trucs, des théories partout. Ah mais carrément, hein, je pense que si t'es complotiste, il y a probablement on a tous le cerveau qui est un peu branché différemment, ouais. Mais quand t'es complotiste, il y a probablement aussi le fait que t'aies ce genre d'inhibitions qui sont un peu moins fortes. Ouais, en gros, genre notre cerveau a une propension naturelle à théoriser des trucs et à essayer d'établir des liens entre les choses. Mais c'est plus ou moins fort chez les gens. Et c'est plus ou moins fort chez les gens, et on a aussi un endroit dans notre cerveau ou un truc qui inhibe ce truc-là, qui fait qu'on fait pas ça tout le temps, quand quand on ouvre la porte, tu vois. Et il y a des mecs à qui on enlève ça, et du coup les mecs, tu lui donnes des chiffres complètement aléatoires et ils trouvent et ils kiffent et ils trouvent des liens entre. Putain, mais c'est génial. Non, mais attends, c'est trop stylé. Bon, le mec il a badé, hein, par contre. Mais du coup après le mec, genre il t'expliquait tout le temps, tout et n'importe quoi, genre c'était un starbé, quoi. Non mais c'est ouf. Il y avait des théories derrière. L'histoire ne le dit pas. Putain, le mec c'est notre ami Damien. Dédicace à Damien. Donc voilà, il dit qu'il y a deux types de signes noirs. Il dit qu'il y a ceux dont on entend parler et qui sont présents dans le discours quotidien. Donc par exemple, gagner à la loterie ou mourir dans un accident d'avion, on pense toujours que ça va nous arriver, alors que c'est très peu probable. Et il y a aussi ceux dont personne ne parle et dont on aurait honte de discuter, apparemment, parce que ça échappe à nos modèles. Donc par exemple, l'absence de crise économique. Donc il n'y a pas de crise économique depuis longtemps, les gens ils vont prendre de plus en plus de risques pouf, ça redevient la crise, quoi. Attends, j'ai pas compris, c'est quoi le Black Swan? C'est la crise? Ouais, c'est-à-dire que oui, les gens ils prennent de plus en plus de risques parce qu'il n'y a pas eu de crise depuis longtemps, et du coup, quand il y a la crise qui revient, bim, Black Swan, parce que personne s'y attendait. Enfin, personne. Les gens s'y attendaient pas, quoi. Ouais, ils en parlaient pas, ils voulaient pas que ça existe, quoi. C'est ça. Pour eux, ouais, c'est voilà. Donc, et il dit le problème, c'est qu'on peut dire avec certitude que c'est tout à fait compatible de la nature humaine de penser de cette façon. C'est-à-dire croire qu'on va gagner à la loterie ou croire qu'on va mourir en avion, et pas croire qu'il va y avoir une crise économique, alors que c'est déjà arrivé 50 fois avant, quoi. Ouais. Voilà. Mais après, heureusement qu'on croit un peu. Ça nous pousse à nous bouger le cul, quoi. Mais en fait, mais c'est ça. Mais comme toujours, en fait, c'est que ces trucs-là, ça a forcément une utilité darwinienne. Oui. C'est ce qu'on dit depuis le début. Mais le problème, c'est juste que lui, il dit, ça nous rend vulnérables au Black Swan, en fait. Oui. Voilà. Donc, un exemple similaire à celui de la loterie, il dit la personne de type créateur de start-up, bien qu'ayant les probabilités contre elle, parce qu'apparemment, c'est assez rare de réussir quand on est créateur de start-up. La plupart du temps, quand même, déployer un effort important par rapport à la probabilité qu'elle a, et aussi par rapport au salaire qu'elle pourrait prétendre. Donc, voilà. Et donc, il dit cette personne est payée dans une autre monnaie qu'on appelle l'espoir. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que ça, en plus, c'est statistique, tu vois. Genre, on a des données dans la plupart des pays sur le nombre de créations d'entreprises, la durée de vie d'une entreprise, le nombre de boîtes qui ont survécu à année plus 1, année plus 2, année plus 3, etc. Donc en fait, on a les chiffres très précis de quand tu lances ta boîte, quelle proba t'as de succès. Effectivement, c'est très faible. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ce mode-là d'être nourri d'espoir et d'y croire, irrationnellement un peu, ou contre les probas, ça marche aussi au niveau du salarié. Parce qu'il y a plein justement de boîtes qui se lancent, et
les chefs d'entreprise proposent aux salariés des pourcentages de la boîte, notamment quand t'es partenaire, c'est ça? Ouais, ou notamment quand tu fais partie des premiers salariés. Souvent, tu sais, on te sous-paye, on te dit tu vas apprendre beaucoup, ça va être ouf, startup life. D'accord. Donc on te sous-paye, mais on te dit par contre on te paye en equity, donc si ça explose, t'es dans le game, quoi. Exactement, si ça explose, t'es un ouf et on te paye en equity, on te donne des trucs marginaux, genre on te donne 0,5% de la boîte, enfin peanut, mais on te dit t'as 0,5% de la boîte, si ça devient Facebook, tu vas être, tu vois. D'accord. Et en fait, moi je l'ai constaté dans ma vie personnelle, le nombre de gens que ça drive et qui y croient, et qui disent ok, je suis pas très bien payé, mais j'ai quand même un peu d'equity. Alors qu'en soi, ça représente peanut et ta proba de trucs, mais ça fonctionne. Ouais. Mais du coup, si jamais on avait conscience de ça et que du coup on regardait juste les probas hyper rationnellement, on se lancerait pas dans la création de start-up. Enfin, moins quoi. Et du coup, mais est-ce qu'il n'y a pas besoin, pour qu'il y en ait une de temps en temps qui sort, justement, qu'il y ait tout un foisonnement, quoi, qu'il y en ait plein, que ça foisonne et que il y en a une, paf, ça marche. C'est ça, moi, la question que je me pose là-dessus, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de ces gens qui sont payés en espoir, parce que ça ferait sortir des trucs qui sortiraient pas sinon si on y allait que... Je pense que c'est pas incompatible que ça soit un besoin, effectivement, pour qu'il y en ait certaines qui pop. Mais par contre, au niveau individuel, les gens, en soi, il y a quand même des gens qui sont entubés et donc ils pourraient choisir de pas le faire, quoi. Donc, mais c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Il cite un autre problème qui est, il dit négliger les preuves silencieuses. Donc typiquement, si un médicament sauve des vies quotidiennement, mais risque de tuer quelques personnes, un docteur va-t-il le prescrire ? Il n'a aucune raison de le faire. Les avocats de la personne qui a eu un problème vont se jeter sur lui, alors que la personne guérie, il ne va jamais en entendre parler. Et donc, il dit, les statistiques sont invisibles et les anecdotes sont géantes. Par exemple, énormément de gens sont morts suite aux attaques du 11 septembre. À cause de la peur de l'avion, elles ont pris la route et elles sont mortes en voiture, du coup. Parce qu'effectivement, statistiquement, c'est quand même vrai, statistiquement, tu as plus de chances de mourir en voiture qu'en avion. Et il dit, la personne qui a sauvé... Qu'est-ce qu'on est con, putain. On est beaucoup trop con. On est con, ouais. Ouais, on est con, mais c'est comme ça. Et il dit, la personne qui a sauvé le plus de vies, c'est la personne qui a instauré la ceinture de sécurité, et tout le monde s'en branle de cette personne. D'ailleurs, on ne connaît pas son nom. Voilà. John Ceinture. Hommage à John Ceinture. Non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi sur le côté un peu irrationnel, sur le comportement et même les raisonnements irrationnels des gens. Après, des gens, je m'inclus, enfin, je dis pas que je suis au-dessus, etc. Mais je trouve que, effectivement, genre en moyenne, même quand tu discutes avec les gens, genre, ils accordent beaucoup plus d'importance, effectivement, à la qualité du narratif, est-ce qu'ils ont un attachement émotionnel à ce que tu dis ou à ce qu'ils sont en train de dire. Ouais. Et en fait, juste quand tu balances des stats, après, les stats, c'est pas parole d'évangile, etc. Genre, ça peut aussi être checké. Mais je trouve que ça a beaucoup moins d'impact quand tu essayes d'avoir un argumentaire, de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit. Souvent, ça a assez peu d'impact de simplement sortir des statistiques qui, à mon sens, sont des choses qui sont le plus proches de la vérité. Et il vaut mieux agrémenter ces statistiques d'un discours un peu émotionnel. Ouais. Et les hommes politiques, je pense, le savent très bien. En tout cas, ouais, moi, dans mon quotidien, je constate que genre, les simples faits statistiques, ça parle pas du tout. Bah, moi j'ai peur en avion. Si tu me dis y a X probabilité et tout, je m'en branle. Ouais. Alors que si tu me montres une vidéo avant que j'aille sur l'avion, si tu me fais du conditionnement, que tu me montres des petits chiens dans la prairie, ou alors des avions où tout se passe bien, tu vois, je vais être beaucoup mieux, quoi. Ouais. Donc c'est carrément, ouais. Et ouais. Mais c'est marrant, ça veut dire que genre, tu vois, même si tu veux genre, si tu veux t'approcher, si tu veux emmener des gens avec toi pour faire un truc, il suffit pas simplement de dire la vérité. Il faut aussi donner un discours émotionnel, quitte à ce qu'il soit faux, en fait, on s'en fout. Mais pour susciter l'adhésion des gens, t'es obligé, dans beaucoup de cas, de pas simplement dire la vérité, et aussi de sortir des trucs annexes. Ouais, c'est ce que j'appelle des fictions utiles, et d'ailleurs c'est ce que les activistes font. Ouais. C'est ils ont envie de pousser leur truc,
Et donc ils vont avoir des discours simplifiés, ils vont prendre des raccourcis avec la vérité, tout ça. Mais parce qu'ils ont envie de pousser le steak. Ouais. On a eu un commentaire sur la vidéo de Pinker où en fait le gars disait Pinker c'est un tocard parce que si on fait ce qu'il dit on va jamais rien faire. Et voilà, il a un peu raison. C'est-à-dire que les gens qui sont tout le temps froids, qui voient le pour et le contre, ils emmènent pas les foules avec eux et ils accomplissent jamais rien. Donc effectivement, il y a aussi une nécessité d'avoir des fictions un peu utiles, d'avoir des simplifications et tout, parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Mais c'est vrai. J'avoue, j'avais jamais pensé comme ça. Mais je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que genre il y a des fois où c'est normal de mentir. Soit par omission, soit par manque de... soit en disant pas les détails, soit en simplifiant les choses, parce que c'est utile, et voilà, c'est... Moi, j'aime pas le faire, mais maintenant, je comprends de plus en plus les gens quand ils le font à la télé. J'ai moins de mal ça m'énerve moins, quoi. Ouais, exactement, moi j'ai tendance à être énervé par ça, ou d'avoir l'impression qu'on m'encule, ou de dire c'est malhonnête, etc. En fait, c'est pas nécessairement malhonnête, c'est juste un mec qui comprend la réalité, dans la réalité des gens, et qui s'adapte en fonction pour faire avancer sa cause. C'est limite peut-être plus intelligent en fait de faire ça que... Oui, et puis non, après, faut pas trop donner le crédit non plus, mais des fois ils s'auto-perçoivent, ils arrivent à persuader de ces approximations-là aussi. Ouais. Et en fait, le mec ultime, l'avatar, c'est le mec qui est capable à la fois d'avoir un discours purement rationnel et statistique quand il le faut, ou quand il est avec un interlocuteur qui est concerné par ça, et d'avoir un discours un peu idéologique ou narratif quand il le faut, tu vois. Carrément. Ouais. Et moi, je pense, c'est l'avatar. Tu vois, j'accorde beaucoup plus d'importance au discours statistique, etc. Et en fait, le discours narratif, finalement, tout aussi important, voire plus. Ouais. Et je pense ça, on aura vraiment l'occasion d'en reparler longuement sur ce sujet-là. Il y a une histoire que je voulais raconter, qu'il a mis dans le livre, qui est géniale. C'est l'histoire qui illustre les Black Swan. C'est l'histoire du casino qui n'a rien compris. Il parle d'un casino qui avait mis énormément d'argent dans le fait d'éviter les pertes à cause des tricheurs. Donc il décrit le truc comme un truc issu d'un film de James Bond. Il y avait des caméras partout, les gens étaient surveillés, c'était un truc de malade. Tu pouvais pas tricher dans le casino. Et en fait, quand tu regardes les 4 plus grosses pertes du casino, donc je crois que c'est Ever, en fait, ça avait rien à voir avec les gens qui trichent. C'était donc la première, c'était 100 millions de pertes parce qu'un de leurs performeurs stars s'est fait mutiler par son tigre qui dormait dans la même chambre. Donc voilà, donc les gens ont dû se faire rembourser leur ticket, tu vois. Et donc personne n'a pensé à prendre une assurance pour ça. Le 2, c'est qu'ils ont entubé un de leurs constructeurs qui était tellement mécontent qu'il a essayé de faire sauter le casino en mettant de la dynamite sur les piliers du sol. Bon, il n'a pas réussi. Ah ouais, c'est des trucs stylés, quoi. Ah, entubé dans le sens où ils l'ont ils l'ont sous-payé, enfin ils ont fait un truc bon, en tout cas il a pas kiffé. Ouais, il a pas kiffé. Et donc il a fait ça. Et il y a un employé qui, pour une raison inconnue, faisait mal les déclarations de gains et de pertes du casino, qui les envoyait pas mais qui les stockait sous son bureau. Et le casino a failli perdre sa licence de jeu et payer une énorme amende parce qu'on déconne pas avec l'évasion fiscale. Et il y a aussi la fille du gérant du casino qui s'est fait capturer en échange d'une rançon. Et donc en fait cet exemple il est vraiment bien, je trouve, parce que c'est vraiment l'exemple qui te montre en fait une des caractéristiques du Black Swan qu'il voulait nous faire passer, c'est que les gens du casino, voilà, ils s'attardent vraiment sur maîtriser le côté maîtrisable. Et s'ils avaient mis ne serait-ce qu'un peu de ressources en se demandant mais qu'est-ce qui peut bien arriver qui pourrait nous entuber d'un facteur 100 par rapport à ce qu'on a déjà mis en place, limite mettre un peu moins d'argent dans le truc de James Bond mais mettre une assurance pour le gars avec son tigre, tu vois. Typiquement, bah voilà, ils s'en seraient beaucoup mieux sortis, quoi. Et ça c'est une vraie histoire, genre le casino. Ça c'est une vraie histoire, le casino c'est une vraie histoire, ouais. Mais du coup le truc c'est ce que tu disais au début, mais comment tu peux imaginer que le gars va se faire bouffer par son tigre ou des trucs comme ça, enfin, avant que ça soit arrivé. Mais justement, c'est tout le... Bon, après, ça va être dans la suite du bouquin, mais c'est tout l'art d'être imperméable au Black Swan. C'est justement de toujours remettre en cause l'absence de preuves, essayer de se dire qu'est-ce qui pourrait bien arriver,
Là, est-ce que j'ai pas assez dépensé de ressources dans mon casino pour le transformer en James Bond, et est-ce qu'il n'y a pas des ressources que je pourrais allouer à des trucs Parce que, en fait, si tu as un truc qui a une probabilité très faible, mais que ça a un choc énorme sur ton truc, il faut quand même peut-être s'en occuper. Mais bon, ça, il va en reparler en long et en large, donc on n'est pas obligé de faire le truc en détail là. Donc la partie 2, c'est la partie qu'il appelle on ne peut pas prévoir. Et il dit, lorsqu'il demande aux gens de citer 3 technos qui ont révolutionné notre quotidien, on cite souvent Internet, le laser et l'ordinateur. Et en fait, il dit que toutes les 3 n'étaient pas prévues, pas planifiées, non appréciées à leur découverte, et sont restées non appréciées un certain temps après leur découverte. Donc voilà, on ne peut pas prévoir. Il parle de l'arrogance épistémique, tout en précisant que de donner une origine grecque à un nom le rend important. Demander à quelqu'un de deviner... Ah oui, donc ça c'est une autre expérience qui va du coup illustrer l'arrogance épistémique. C'est qu'il demande à quelqu'un de deviner un nombre, et il doit l'accompagner en donnant une fourchette avec laquelle il estime avoir 98% de chances d'avoir raison. Donc en gros, je vais donner un exemple, sinon on comprend rien. Le gars, il doit dire, si tu lui demandes c'est quoi la population du Rajasthan, il doit dire, je suis sûr à 98% que la population du Rajasthan est entre 15 et 23 millions. C'est lui qui choisit la fourchette. Okay. Donc tu lui dis c'est quoi la fourchette où tu vas être sûr à 98% de la population du Rajasthan, et donc la personne répond de 15 à 23 millions. Okay. Donc logiquement 2% des personnes devraient se tromper, puisque la fourchette c'est 98%. Voilà. Sauf qu'en pratique, c'est plutôt 15 à 30% des personnes qui se trompent. Ouais. Pourquoi il n'y a que 2% qui devraient se tromper Parce que si tu demandes aux gens de donner une fourchette où ils sont sûrs à 98% que leur fourchette va inclure la bonne réponse, et logiquement, si les gens étaient bons, il n'y aurait que 2% d'erreur. Or, il y en a 15 à 30%. C'est pas 3, c'est 15 à 30%, donc c'est énorme. Ouais, en gros, c'est les gens ils se prennent un peu au jeu de prendre des fourchettes plus petites que ce qu'ils devraient s'ils voudraient être vraiment sûrs. Juste un peu pour le kiff de donner une fourchette tight, non ? Alors, ce qu'il dit, c'est que tu peux mettre 0 et infini. Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-là, tu joues pas. Mais quand tu demandes aux gens de jouer, c'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, il dit le taux le plus élevé, c'est parmi les Harvard Business School étudiants, qui étaient à 45%, qui sont pas spécialement connus pour leur humilité, selon lui. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tu te dis, je vais faire le truc, je vais donner la fourchette la plus petite possible pour l'exercice intellectuel. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu te prends au jeu un peu comme. Là, ce qu'il veut démontrer, c'est que c'est plutôt que les gens ne savent pas à quel point ils ne savent pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ça rejoint un truc dont on avait discuté dans Pinker, là, des expériences que... Avec les experts ? Ouais. Ouais, alors il cite l'expérience aussi. Ouais, c'est ça, dont on avait parlé. Ça rejoint ça, que tu crois que tu sais, et en fait, quand tu regardes les résultats... c'est ça. Mais c'est 5 lignes plus bas, hein. Je vais le redire, mais... Ouais, mais je suis d'accord avec ça. Genre, effectivement, je suis d'accord avec le fait que on ne mesure pas l'étendue de notre ignorance. Donc ça, je suis complètement d'accord. Par contre, je remets en cause un peu cette expérience, c'est que je pense qu'il y a aussi une question d'enjeu, que genre ouais, je suis d'accord. Enfin, tu vois, c'est un peu genre tu vois, il y a un truc, on te dit vas-y, joue, sors la fourchette, bien sûr tu vas sortir, tu pars fun parce que tu veux te marrer et tu veux un peu te challenger, tu vas essayer de sortir la fourchette la plus petite ou essayer d'être le plus proche du truc, et tu vas faire fi de l'histoire de 90%. Alors si on te dit genre je te donne une fourchette et si tu perds t'as 10 000 euros, je peux te dire que je vais donner 1 plus l'infini, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis d'accord. Non, mais ce qui est impressionnant, je trouve, c'est que ça devrait être 2% et que c'est 45%. Oui, tu vois, ça aurait pu être 20, quoi. Tu vois, ouais. Genre, il y a aussi ça, quoi. Je pense que c'est le gap aussi, au-delà du fait que l'expérience est un peu chelou. Il y a quand même le gap qui est méga impressionnant, quoi. C'est 15-20%, c'est ça, t'as dit ? C'était 15-30 dans la population générale, et c'était 45 Harvard. Et il dit que les chauffeurs et les hommes et femmes de ménage ont plutôt tendance à être donc bas, quoi, autour des 15%. C'est eux qui ont les meilleurs scores. Ils font pas les kékés, quoi. Voilà. Donc un thème récurrent au livre, c'est que les humains en général ne savent pas prédire, mais par contre on croit qu'on sait prédire. Et aussi, il nous invite à être sceptiques des experts, ainsi que de notre propre confiance et de nos propres méthodes. Moi, je suis sceptique de ce qu'il dit. Voilà, t'as raison. Il dit que t'as raison. Et de temps en temps, je vais sortir des phrases. Mais je suis sceptique. Le mec est circulaire. Ouais, mais je suis sceptique. T'as raison. Tu veux continuer ?
De temps en temps, je sors des phrases gauleries du livre, juste gratuitement. À un moment, il sort « Quand vous êtes un employé et donc dépendant du jugement des autres, avoir l'air occupé peut vous aider à avoir l'air responsable lors d'un succès aléatoire. » Voilà, une phrase gaulerie aléatoire que je voulais sortir, qui m'avait fait kiffer. Il enchaîne avec une description du... Mais ça, j'aime bien, en fait. T'aimes bien la phrase gaulerie? Non, au-delà du fait que c'est marrant, mais genre, c'est vrai que genre, au boulot, il est rarement admis de dire que t'as rien à branler, tu vois. Et genre, il est souvent stylé de dire que t'es sous l'eau. Enfin, je sais pas si c'est un truc culturel en France, tu vois, ou à Paris. Mais genre, voilà, en tout cas, moi, je vis à Paris. Et genre, en tout cas, dans mon microcosme, dans mon entourage, genre, c'est un peu stylé de dire que t'es sous l'eau, tu vois. Ouais, mais complètement. Déjà, socialement. Et même au boulot, tu vois jamais un mec admettre de dire oh bah là j'ai rien à branler, alors qu'en soi on le sait tous, genre on a tous des moments où on n'a rien à branler et c'est homologué, tu vois, mais genre personne te dira j'ai rien à branler, en particulier les super hiérarchiques, tu vois. Ouais. Ouais, on va faire un bouquin qui va aller un peu plus en détail là-dessus, qui s'appelle L'échec de la méritocratie, et où il y a l'histoire d'une meuf dans je sais plus quelle banque un peu hardcore où tu travailles un peu comme un dingue, qui s'écroule au milieu d'une réunion de fatigue, et ils appellent l'ambulance et ils l'emmènent, et du coup elle a une promotion. Oh putain. Et inversement, je crois que ça rentre dedans. On a l'exemple d'une pote qui est avocat, qui venait d'arriver dans un cabinet d'avocat, et c'est juste après le confinement et tout. Enfin, ils avaient pas trop de trucs à faire. Ah ouais. Et donc elle venait d'arriver, elle avait pas trop de trucs à faire, et du coup elle a fait bon bah je vais partir un peu tôt le soir, je vais prendre des vacances même si je viens d'arriver. De toute façon ils me donnent pas de boulot. Elle s'est fait virer. Grave mistake. Elle est revenue de vacances, elle s'est fait virer. Donc, putain, bien sûr. Non mais voilà, donc ça c'était la petite phrase gratuite, mais on va avoir tout un bouquin pour en parler. Donc après il décrit le j'avais presque raison entre guillemets. Donc si on échoue à prédire quelque chose, on se dit tout de suite que c'est pas nos capacités qui sont en faute, mais c'est qu'il s'est passé un truc qui devait pas se passer. Ça c'est notre hémisphère gauche, ça qui raconte. Ouais, je pense, ouais, c'est ça, c'est le narrateur. Donc il dit on est victime d'une asymétrie, on attribue nos succès à nos atouts et on attribue nos échecs à des causes aléatoires, indépendantes de nos volontés. Et là, il recite l'étude qui avait été citée dans le livre de Steven Pinker, Le Triomphe des Lumières, avec, je vais pas la refaire, mais c'était tous les experts qui étaient censés prédire des trucs. Ah oui. Et 20 ans après, on s'était rendu compte que ils étaient pas très bons. Ouais. Et que c'était souvent ceux qui avaient le plus d'humilité qui étaient les meilleurs pronostiqueurs. Donc il dit, globalement, il y avait une corrélation entre la réputation du pronostiqueur et la non-fiabilité des pronostics. Ouais, donc voilà, bon, ça je pense qu'il faut regarder la vidéo de Pinker. Il décrit un phénomène qui s'appelle le phénomène de l'ancrage, qui a été mis en évidence par Daniel Kahneman, où par exemple il va demander à quelqu'un de faire tourner une roue qui désigne un nombre. Donc voilà, il fait tourner une roue, paf, ça tombe sur un nombre. Tout le monde a bien compris que le nombre était aléatoire, il n'y a pas de souci. Donc bim, ça tombe sur le nombre. Et ensuite on lui demande c'est quoi le nombre de pays en Afrique. Et les gars qui étaient tombés avec un chiffre bas, sur un chiffre bas avec leur roue, ils vont estimer un chiffre bas de pays en Afrique. C'est génial. Et les gars qui étaient tombés avec un chiffre haut sur leur roue, ils vont estimer un chiffre haut. Ouais. Voilà. Il y en a des tonnes d'expériences comme ça. Ouais, il y en a plein. Des biais cognitifs. Il y en a plein. Et ça, on va le faire aussi, ce bouquin, il est stylé. Think Fast. Ouais, Daniel Kahneman. Prix Nobel d'économie, il a eu du coup. Je sais pas si c'est d'économie. C'est un psychologue. Ouais, mais il a un prix Nobel en tout cas. Ouais. Je ne sais pas qui c'est un mec chaud. Ouais. Mais ça, c'est ouf parce que c'est marrant parce que tu sais, tous les biais cognitifs, il y en a 1000. D'ailleurs, la page Wikipédia des biais cognitifs est très stylée pour les Wikipédiotes. Pour les connaisseurs. Pour les connaisseurs. Mais en gros, genre, il y en a 1000 et c'est marrant parce que c'est très utilisé, notamment sur Internet, pour pour guider les comportements des gens. En gros, par exemple, faire en sorte que le mec sorte pas ton appli. Ouais. Et tu vois, il y a un truc typique. Bon, je vais pas sortir les 1000 exemples, mais un truc marrant, c'est que tu vois, quand tu t'abonnes à un truc sur Internet, tu vois, il y a souvent des softwares qui, par exemple Netflix, tu vois, disons Netflix. Et en gros, tu as souvent 3 types d'abonnements, genre argent, or et platine, tu vois, disons. Ouais. Et en gros, si tu veux orienter les gens vers l'abonnement platine, l'abonnement or, celui du milieu, il suffit de mettre genre celui d'après hyper cher, par exemple, tu vois. Et, d'accord, ouais. Et tu vois, tu mets celui d'après hyper cher et celui d'avant, genre pas très en dessous, pas très pas cher.
bah, tu sais que l'écrasante majorité vont aller vers celui du milieu, tu vois. Ouais. Et au-delà des coûts réels et des avantages de chaque plan, tu vois, en gros. C'est ça. Et tu vois, c'est juste une manière de pousser les gens. Ouais. Il y avait une expérience géniale, ça me rappelle ça, où en gros le mec il avait fait une expérience, il se baladait dans un campus américain et il disait genre ouais, ça vous dit de venir, je sais pas, aider des taulards pendant 2 heures dimanche dans 3 semaines quoi. Et les gens ils disaient ah non je suis pas chaud et tout, et genre il avait un pourcentage de rejet énorme. Et après, il a refait la même en disant ouais, ça vous dit d'aider des taulards 1 fois par semaine pendant 1 an, toute la journée. Et les gens, ils faisaient bah non. Et ensuite, ils faisaient et ça vous dit de venir d'un dimanche dans 3 semaines pendant 2 heures. Et les gens, ils disaient tout le temps oui, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, tu leur mets un truc très haut, voilà, et après, ils se sentent. C'est génial ça. Ils ont l'impression qu'ils ont gagné quelque chose. Donc là, il y a une définition importante dans le bouquin, il y revient énormément en fait. C'est qu'il décrit 2 pays fictifs qu'il appelle Médiocristan et Extrémistan. Et dans le pays de Médiocristan, c'est un lieu qui dit c'est le lieu du non extensible. Donc c'est pas scalable, lui il dit en anglais, donc c'est sûrement extensif en français. Il dit donc dans ce milieu-là, par exemple, c'est l'âge. L'âge, c'est une donnée du Médiocristan, parce que plus on devient vieux, moins on a de chances de vivre. Si on atteint 79 ans, on va probablement atteindre 89. À 90 ans, on va probablement atteindre 95. À 100 ans, on va probablement atteindre 102. Donc voilà, c'est pas extensible. Il dit les métiers médiocristans, ça sera par exemple docteur, dentiste, consultant, masseur, les métiers où tu as une limite au nombre de clients que tu peux voir en un jour. Et donc la paie est plus ou moins prévisible. Et il fait la différence entre les métiers de extrémistan, où par exemple où tu vas faire du trading, ou par exemple si tu vas être un auteur de livres à succès, où là ça peut exploser en un jour de travail, quoi. Par exemple J.K. Rowling va gagner X fois plus qu'un auteur de bouquins lambda. En extrémistan, du coup, c'est le lieu de l'extensible. Et donc, par exemple, il donne l'exemple des projets. Donc, un projet qui devait mettre 79 jours à finir. S'il n'est pas fini au bout du 79e jour, il lui en faudra encore 25. Si le 90e, il n'est pas fini, il lui en faudra encore 58 jours. Si au bout du 100e, il n'est pas fini, il lui faudra encore plus, et ainsi de suite, quoi. Et je crois que c'est un peu le cas de l'EPR de Flamanville, la centrale nucléaire, qui met de plus en plus de temps à se construire. Et il dit que c'est pareil quand on attend une réponse à un email. Voilà. Donc plus t'attends, moins il y a de chances que tu reçoives une réponse. Ouais. Et donc ça, c'est extrémistan ? Ça, c'est extrémistan. Okay. Voilà. Donc il parle de la non-prédictibilité des événements et de certains événements. Et en gros, le schéma qui montre pour prédire la non-prédictibilité de certains événements, c'est un schéma que tu peux montrer. C'est en fait un miroir en forme de sphère. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'est un miroir sphérique sur lequel tu as des rayons lumineux qui viennent se réfléchir une fois, qui tapent un miroir plat et qui reviennent sur le miroir sphérique. Et c'est assez difficile à décrire oralement, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que les rayons qui arrivent sur cette sphère de miroir, ils ont beau être quasiment identiques, à la fin, en sortie du système, ils ont tous un angle de sortie très très différent. Donc ça, c'est difficile à décrire avec les mots, mais une autre façon de l'illustrer, c'est quand on veut prédire ce qui va se passer au billard. Donc imagine, tu connais la précision et la puissance du coup, la résistance de la table, son inclinaison. Tu peux prédire ce qui va se passer au premier coup. Ensuite, sur le deuxième rebond de ta boule, il va falloir être plus précis, mais c'est possible de prédire. Pour le 9e impact de la boule, il va falloir prendre en compte la force gravitationnelle des personnes autour de la table. Et pour le 56e impact, il faudra prendre en compte toutes les particules de l'univers dans le calcul. Voilà. Ah ouais. Donc, voilà. Donc, effectivement, non, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a certains événements qui sont tellement dépendants d'une réaction en chaîne qu'il n'y a aucun modèle mathématique
qui peut les prédire. Ok. C'est intéressant. Je vous fais une autre phrase goldée. Mais du coup, juste le médiocristan et extrémistan, là, c'était quoi son point? Juste, il t'expliquait le concept. Juste. Alors ouais, je vais y revenir, mais l'idée c'est que médiocristan, les probabilités sont modélisées par une gaussienne. Donc c'est vraiment la taille des gens, l'âge des gens. Okay. Le casino, tu sais que la personne va pas tomber 50 fois sur le noir au lieu du rouge, tu vois. Et donc, c'est des probabilités qui sont bornées. Ça a une forme de gaussienne quand tu les traces. Et du coup, ça veut dire qu'on peut plus prévoir des choses là-dedans? Tu peux prévoir les choses. C'est borné, c'est limité. Alors que extrémistan, c'est pas limité. Par exemple, la richesse des gens, c'est extrémistan. Dans le sens où... ça, je vais en parler après, mais c'est pas... Enfin, il n'y a pas une moyenne... et très peu de gens qui gagnent beaucoup moins et très peu de gens qui gagnent beaucoup plus. Quoi. Okay. Ouais, en gros, c'est que tout ce qui est scalable, c'est dur à prédire, et tout ce qui est non scalable, c'est facile à prédire. Non, c'est pas ça, mais tu vois. Ouais. Tu vois, okay. Justement, il y a quatre trucs. Mais tu vois. Donc, je vous fais la phrase goldée, 100% Taleb. Donc, comment insulter la Terre entière en une phrase. Il dit des personnes qui sont au zoo et qui regardent nos ancêtres, les singes, et qui se moquent de la caricature d'êtres humains que sont ces singes. Donc ils parlent d'eux, donc ils font ça, alors que ça n'a jamais traversé leur esprit qu'un humain supérieur, un vrai penseur, puisse les regarder de la même hauteur. Car si c'était le cas, ils arrêteraient tout de suite de rigoler. C'est la deuxième phrase gaulerie. Okay. Ah, le bâtard. Alors, ensuite, il parle de l'histoire de Apelles le peintre, qui faisait le portrait d'un cheval et qui voulait dessiner la bave du cheval et qui n'y arrivant pas, lança son éponge de rage sur le tableau et créa une reproduction parfaite de la bave du cheval. Et donc il a introduit le concept qu'il va utiliser plus tard de collecter des gains par accident positif. Okay. Et j'ai dit qu'il va introduire plus tard, mais en fait il l'a introduit tout de suite. Il y a ce qu'il appelle la technique des haltères. C'est par exemple pour tes investissements financiers. Il dit ne pas mettre son argent dans des investissements à risque mitigé, car en cas de signe noir, on perd tout, et le jeu en veut pas la chandelle, puisque de toute façon tu vas pas gagner énormément en mettant ton argent là-dedans. Donc il dit mettre 90% des investissements dans quelque chose qui est sans risque. Alors lui il dit le bon du trésor c'est le moins risqué de tout. Et il dit mettre 10% de tes investissements dans des choses qui sont extrêmement spéculatives, et qui peuvent être frappés du coup par un signe noir positif. Voilà. Okay. Donc lui c'est la barbell technologie qu'il propose. Et donc là, c'est quoi ça? Mais en plus, ouais pardon, vas-y. Non. C'est ça, c'est la technique des haltères. Il dit essaye de profiter des signes noirs positifs en mettant un petit peu de tes économies dans un endroit hautement spéculatif. Mais par contre, la majorité de tes économies, mets-les dans l'endroit le plus sûr possible, parce que ça sert à rien de le mettre dans un truc où tu peux gagner un tout petit peu, parce que si tu as un signe noir un signe noir qui te fait tout perdre, le jeu en valait pas la chandelle. Okay. C'est la technique dite des investisseurs. En gros, tu sais, le modèle d'investissement en early stage, c'est-à-dire dans les très jeunes entreprises. Tu sais, quand une entreprise est toute jeune, en fait, une entreprise aujourd'hui, pas les PME, etc., les entreprises un peu tech, etc., le mode de financement qu'on admire aujourd'hui, en tout cas qui est à la mode, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal, c'est que tu fais pas de l'autofinancement, tu te finances par des levées de fonds. Donc c'est pas la rentabilité de ta boîte qui finance, donc ce qu'on a toujours fait depuis l'histoire de l'humanité, genre t'ouvres une boulangerie, machin, tu te finances comme ça. Non, aujourd'hui, genre on fait des trucs pas rentables et on lève des fonds, en gros. Et du coup, il y a une classe d'investisseurs qui s'appelle les venture capitalistes, qui investissent à différents niveaux de maturité et à des entreprises de différents âges. Et genre les mecs qui investissent à des entreprises peu âgées, donc en gros on va dire entre 0 et 5 ans, c'est très 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 spéculatif. Et en fait, ces mecs-là, ils lèvent des fonds, genre des dizaines, centaines, milliards d'euros auprès d'institutions diverses et variées, genre des fonds de pension, etc. Et après, ils misent des petits montants par rapport à leurs fonds sur plein de petites entreprises. Et en fait, ils considèrent que l'essentiel de leurs gains, ils vont le faire sur 1% de leurs entreprises investies. C'est exactement ce qu'il dit. Et c'est pour ça que c'est le modèle connu, tu vois, tous les venture capitalistes, c'est connu, c'est comme ça que ça marche.
Et en gros, l'intérêt, c'est juste de flairer le nouveau Facebook ou le nouveau Pinterest ou le nouveau machin. Mais en gros, tu vas faire 90 erreurs et tu vas choper un Pinterest qui va faire fois 1000 sur ton investissement et qui va rentabiliser tes 90 erreurs. Ok. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve ça... J'ai toujours trouvé ça un peu chum d'être venture capitaliste, parce qu'en fait, juste ton job, c'est de te tromper tout le temps et de pas te tromper une fois, tu vois. Ouais. Du coup, lui c'est ce qu'il recommande. Ouais, mais du coup, cimer, tu vois, tu vois, je trouve qu'on a un niveau d'exigence beaucoup plus élevé sur le commun des mortels, genre nous dans notre job, tu vois, genre si on se trompe, etc., on nous chie dessus, alors que eux, genre il suffit qu'ils se trompent pas une fois, en attendant ils sont payés, tu vois, ils se mettent tiens. Mais c'est peut-être pas si évident que ça de pas se tromper une fois. Mais j'avoue, c'est un jugement hâtif, tu vois, c'est peut-être pas si évident que ça. Non, mais bon, je suis un peu sceptique quand même. Partie 3 et dernière partie, du coup, c'est ce qu'il appelle les signes gris de l'extrémistan. Et donc, il dit un signe gris est un signe noir auquel on s'attend. Et donc, on peut se préparer aux conséquences. Elles seront graves, mais beaucoup moins que si on ne s'y était pas préparé. Donc, la première remarque qu'il fait, c'est que le monde a tendance à aller vers extrémistan. C'est son observation. Il dit les écrivains, les artistes, les publications scientifiques, tout ça s'oriente vers un phénomène de le gagnant remporte tout. Donc c'est un des effets de la mondialisation et d'Internet, je pense. Voilà, il dit le monde n'est pas juste. Je préfère écouter un pianiste connu plutôt qu'un gars dans le métro, même s'il joue mieux ou juste un tout petit peu moins bien. C'est l'effet Saint Matthieu, donc Matthieu l'évangéliste, et cette appellation fait référence à une phrase de l'évangile de Saint Matthieu qui dit car on donnera tout à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc ça c'est l'effet Matthieu, c'est assez connu. Et c'est vrai, juste l'histoire du pianiste, tu l'as sorti comme ça ou... Non, c'est dans son livre. Il dit le monde n'est pas juste, je préfère. Ah oui, mais tu sais qu'il y a une vidéo sur YouTube, je trouverai le nom, on le mettra en description, d'un genre un pianiste connu ou un chanteur connu, ou j'ai oublié qui. Mais genre il se déguise un peu pour pas être reconnu. Oui. Et il se fout dans la rue et en gros en mode genre musicien de rue. Et tout le monde s'en bat. Personne s'arrête, tu vois. Voilà. Et genre tout le monde s'en bat les steaks alors que c'est un truc genre le mec il fait la salle Playel ou l'opéra de je sais pas où, tout le monde le suce, tu vois. Ouais, bah voilà. Bon après genre c'est anecdotique parce que quand tu vas au boulot t'as pas spécialement le temps de t'arrêter et de faire attention, etc. Mais c'est juste marrant, quoi. Mais quand même. Ouais. Mais quand même. Mais voilà, lui il dit c'est pas juste, hein, mais c'est comme ça. Donc un premier exemple de médiocristan et du fait qu'on arrive à maîtriser les probas dans médiocristan, il dit il est tout à fait possible pour mon café de sauter de la table. Après tout, les particules sautent tout le temps, sauf que en pratique elles sautent dans des directions qui se compensent. Pour que le café puisse sauter, il faudrait qu'elles sautent toutes en même temps dans la même direction. La probabilité est telle que ça n'arrivera jamais dans la vie de cet univers. Voilà. Donc il dit que tout ce qui est médiocristan, on arrive à maîtriser les probabilités. La sécurité de la tasse de café posée sur la table est la démonstration de comment la gaussienne est un phénomène qu'on peut maîtriser en moyennant sur un grand nombre d'échantillons, par exemple les casinos. Or, quand on passe à extrémistan, donc on passe d'une distribution gaussienne à une distribution de Mandelbrot ou de Pareto, pour ceux qui seraient un peu matheux, donc une distribution à puissance. Et donc l'exemple qu'il donne est pas mal. Il dit dans médiocristan, si on vous dit que la somme de deux individus au niveau de la taille fait 4 mètres, bah c'est quoi le truc le plus probable, la taille des deux individus? C'est que chacun va faire 2 mètres. Si on me dit voilà, j'ai pris 2 gars, la somme de leur taille fait 4 mètres. Bon. Okay. Et par contre, si tu fais ça avec l'argent, donc la richesse, vous prenez 2 personnes au hasard dans la population des US, vous additionnez leur salaire, et tu dis, là il se trouve qu'on obtient 1 million d'euros. C'est quoi la probabilité, c'est quoi le truc le plus probable, la répartition? C'est pas que chacun ait 500 000 euros, c'est qu'il y en a un qui est 50 000 et l'autre qui est 950 000 euros. Voilà. Donc ça c'est extrémistan. Voilà. Donc on peut aussi le représenter d'une autre manière en disant que 20% de la population gagne 50% des revenus, mais que 20% de ces 20% gagnent 50% des revenus, et ainsi de suite. Et ça, c'est très très bien illustré avec les images que tu peux montrer.
Donc on voit sur l'image c'est de la terre qui est filmée, quelqu'un qui filme par terre, et par terre il y a l'espèce de petits bouchons là qu'on met sur les objectifs des appareils photo, marqué Olympus dessus. Et donc on a l'impression que c'est un bouchon d'appareil photo. Et sur la deuxième photo, il y a un mec qui se met à côté du bouchon, et on se rend compte que c'est pas du tout un bouchon d'appareil photo. Enfin, c'est un truc énorme, quoi. C'est un espèce de couvercle d'égout. Et donc on voit que, en gros, comment dire, la première photo pourrait très bien représenter un zoom in qu'un zoom out, en fait. Et donc ça, c'est pour illustrer la phrase quand il dit 20% de la population gagne 50% des revenus, 20% des 20% gagnent 50% des revenus, 20% de ces 20% gagnent 50% des revenus. C'est que t'as beau dézoomer, à chaque fois, t'as toujours cette cassure de répartition. C'est comme les fractals un peu, non? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu sors des... Putain, je suis fier de moi, j'étais pas certain. Je me suis dit... Tu sors une rêve de ouf. Je me suis dit... donc voilà. Donc voilà. En fait, il finit le bouquin sur un truc qui s'appelle Essai sur la fragilité et la robusticité. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment un très beau résumé, cette dernière partie de tout le bouquin. Et c'est un peu là, en fait, personnellement, et je pense que vous aussi, du coup, parce que j'ai pas toujours bien expliqué, c'est un peu là qu'on comprend un peu ce qu'il voulait dire par le Black Swan. Ah ouais. Voilà, et ce qu'il fallait faire. Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que moi, Nassim. quand j'ai eu le bouquin Nassim, c'est... Bon, après, je vais peut-être me faire insulter par Nassim, mais c'était pas tout à fait clair, et en fait, ça devient assez limpide quand on lit l'essai à la fin. Donc, par exemple, il dit, et c'est la première fois dans le bouquin, enfin, c'est la première fois, là, c'est vraiment un conseil concret, il dit, inspirez-vous de la nature pour être robuste au Black Swan. Et donc la première inspiration qu'on pourrait avoir de la nature, c'est la redondance. Il dit la nature aime bien la redondance. Alors qu'un économiste trouverait ça probablement trop coûteux de garder 2 reins et 2 poumons, au premier accident, c'est fini, quoi. Donc ça peut paraître très efficace de vendre un rein et de vendre un poumon, mais en fait, pas tant que ça, parce qu'au premier pépin, tu meurs. Donc il dit la mondialisation peut apparaître comme très efficace, mais le degré d'interaction toujours plus grand va permettre à des petites fissures de prendre une importance démesurée. Et c'est assez d'actualité, par exemple, avec le Covid et les masques. C'est plus efficace d'acheter tes masques en Chine, sauf que le jour où t'es dans la merde, c'est beaucoup moins efficace. Et t'es niqué. Et t'es complètement niqué. C'est ouf parce que c'est vrai que c'est complètement d'actualité, quoi, son truc. C'est ça. C'est ça. Genre, c'est vrai que tu vois, genre, c'est aussi le Covid, c'est ce que ça m'a fait réaliser, genre, qu'on est dans une économie, une société genre ultra optimisée, tu vois. Exactement. Et genre, tu vois, on est en France, genre, on a fait 2 mois ou 3 mois, j'ai oublié, de confinement, 2 mois. Et en fait, 2 mois où on stoppe, tu vois, c'est pas énorme 2 mois en soi. Et genre, c'est l'abysse, tu vois. Genre, là, c'est genre des milliers de chômeurs, des machins, etc. Et en soi, genre en théorie, tu te dis 2 mois, c'est pas grave, on va rester chez nous tranquille. Et en fait, genre tout est tellement suroptimisé, on veut tellement rien gaspiller, etc. Et tout est tellement interdépendant que si tu stoppes un peu 2 mois, etc. Il y a tout qui se grippe, quoi. Voilà. Et c'est un peu ce que tu disais aussi, c'est qu'il y a plein d'entreprises et puis même les États qui, comme c'était imprévisible ou hyper peu probable ou je ne sais quoi, n'avaient pas prévu justement de se protéger face à ça. Il y a ça aussi. Voilà. Ils auraient pu faire un tout petit truc. Tu parlais des entreprises genre dans l'aéronautique. Ils se seraient mis un tout petit, je sais pas comment dire, un tout petit tapis de côté en cas de merde. Peut-être que là, ils seraient moins dans la merde. Ouais, là, typiquement, ça serait sa recommandation. Par exemple, t'es une entreprise dans l'aéronautique. Tu sais qu'au moindre volcan ou à la moindre merde ou machin, tu peux prendre très très cher. Et donc tu pourrais avoir un espèce de réflexe qui est de mettre un peu, c'est facile à dire toujours après, évidemment, mais de te préparer à ce genre de cataclysme en mettant un peu de côté. Je sais que les entreprises d'aéronautique, il y en avait certaines qui allaient très 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 bien avant le Covid. Donc évidemment c'est toujours facile après. Mais voilà, lui ça serait le conseil. C'est comme le casino, quoi. C'est typiquement.
Alors, dans quel sens? L'histoire du casino qui n'avait pas... qui avait tout mis sur... Bon, alors, eux, ils n'ont pas tout mis sur un truc, peut-être l'aéronautique, j'en sais rien, mais en gros, ils se sont focalisés sur un truc dans le casino, à la James Bond, et ils ont oublié des choses alors qu'ils auraient pu peut-être s'en protéger. Pareil, c'est exactement pareil, t'as raison. Et donc je sais que Taleb aussi il crache pas mal sur les gens qui étaient responsables de la crise économique de 2008 tu fais ta crise, t'as pas vu le Black Swan venir, t'as pris des risques, tu t'es cassé la gueule, mais derrière y a personne qui va vraiment en prison, y a personne qui est vraiment puni et tout, donc what the fuck, tu vois. Du coup les gens ils vont continuer en fait comme ils faisaient avant, et je caricature évidemment, mais c'est un peu le propos de dire dans la nature ceux qui sont pas robustes au Black Swan ils meurent, et donc du coup ça fait émerger des gens qui ont des bonnes habitudes entre guillemets. Voilà. La deuxième règle qui dit dans la nature, c'est jamais trop gros. Le plus grand animal sur terre est l'éléphant. Si j'en tue un, c'est pas grave. Par contre, si je tue une grande banque, ça fait froid dans le dos. Il dit, les fusions de compagnies ne seraient bonnes que pour les actionnaires et les PDG. C'est peut-être plus efficace, mais c'est plus ancien et déstabilisé par les Black Swan. Mais encore une fois, si c'est renfloué par l'État, ça casse le jeu un peu, et ça les pousse pas du tout à se remettre en question. Et il a publié un papier avec un certain Charles Tapiro montrant mathématiquement que certains chocs aléatoires frappent bien plus les gros organismes que les petits. Et c'est le papier où je n'ai rien compris, parce qu'il y a des formules hardcore partout. Je pensais que ça allait être intéressant, j'ai rien compris. Mais après, c'est... Enfin, bon, moi, c'est un avis complètement non éclairé, parce que j'y connais rien, tu vois. Mais genre, ok, je peux être d'accord sur le fait que des gros organismes sont beaucoup plus sensibles à des chocs que des petits, qui peuvent être plus agiles, etc., et s'adapter plus facilement. Mais ça, c'est si tu prends uniquement le point de vue de résistance à des chocs, tu vois, ou de survie, et qui est un point de vue légitime, tu vois. Mais après, tu peux dire il y a d'autres enjeux dans la société, qui est par exemple d'éviter le gaspillage, qui est par exemple, etc. Et je pense que par exemple une plus grosse structure peut être plus efficace et être moins gaspillante qu'une petite structure, tu vois. Et ce que je veux dire, et du coup je sais pas, quand t'es un législateur ou quand t'es une entreprise, t'as pas uniquement l'enjeu de la survie. T'as aussi d'autres enjeux qui rentrent en compte et qui font que peut-être tu mets parfois la survie ou la résistance au choc un peu de côté, tu vois. Et c'est cette articulation entre différents enjeux qui fait que parfois t'en négliges certains, ou tu vois ce que je veux dire. Et c'est facile, je trouve, de se concentrer uniquement sur... Alors je pense que ce qui va répondre à ta question, c'est la dernière partie en fait, où il parle justement des 4 cadrans. Ça résume tout le bouquin en fait. Il va combiner extrémistan et médiocristan, et il va combiner le fait que ça soit grave ou pas grave. Donc en gros, le premier des 4 cadrans, c'est t'es dans médiocristan, donc t'arrives à tout prévoir. La prédiction est facile, et si jamais t'arrives pas à prévoir, c'est pas grave. Donc typiquement la tasse de café qui saute de la table, ok, au pire elle tombe de la table, on s'en branle, il n'y a pas mort d'homme. Le second cadran, c'était toujours dans le médiocristan, mais par contre il faut c'est grave si t'as mal prévu. Et donc c'est les casinos notamment, ils essayent de restreindre un peu leur système de fonctionnement pour rester dans le médiocristan et pour éviter le truc grave. Typiquement au casino, t'as pas le droit d'arriver et de parier 1 milliard sur le noir, tu vois. C'est limité, parce que si jamais tu le fais, tu vas les niquer, tu vois. Genre, t'as une chance sur 2 de... Genre t'es Bill Gates, tu te mets trop bien. Voilà, tu vois. Donc ça, t'as pas le droit. Et donc c'est le deuxième cadran, c'est le cadran, c'est toujours prédictif. Si tu prédis mal, t'as mal aux fesses, mais en même temps c'est prédictif, donc y a pas de souci particulier, quoi. Si les gens font leur taf, c'est bon, quoi. Ensuite on arrive au troisième cadran, où t'es dans extrémistan, et donc là c'est pas prédictif, donc tu peux avoir un événement qui arrive de ouf que t'as pas prévu. Mais on s'en branle.
Un truc à fort impact, mais... Non, à faible impact. À faible impact, du coup, mais que tu n'avais pas prévu. Qui était imprévisible. Voilà, mais à faible impact. Donc voilà, ça c'est le troisième cadran. Et le quatrième cadran, et c'est le domaine du Black Swan, justement, le quatrième cadran, c'est le cadran où les conséquences sont graves, donc un truc non prévu arrive, et c'est une catastrophe. Et justement, lui, son conseil, c'est de ne pas rester dans le quatrième cadran, et de tout faire pour descendre dans le troisième. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que si le truc qui est complètement improbable arrive, déjà d'essayer de trouver les trucs improbables dans le premier temps, et ensuite de se dire si le truc qui est complètement improbable arrive, qu'est-ce que je peux faire pour pas être complètement niqué. Voilà. Et donc du coup, tu fais un peu redescendre le truc du quatrième au troisième cadran. Et donc il y a pas mal de gens qui lui disent ok, c'est très bien Nassim, mais qu'est-ce que tu conseilles du coup? Et il dit, ces gens-là ne comprennent pas l'importance d'un conseil de type ne fais pas ça. On est toujours obligé de dire fais ceci ou fais cela. Donc parfois le mieux c'est juste d'arrêter. Typiquement, un pilote d'avion qui est en train de se parquer et qui utilise une carte de l'aéroport Charles de Gaulle alors qu'il est à Orly, parce que c'est moins cher d'être à Orly, mais il n'a qu'une carte Charles de Gaulle, et qui dit, lui il va dire à Taleb, puisque tu es si malin, dis-moi comment je me dirige à Orly, j'ai pas de carte. Et lui ce qu'il va lui répondre c'est gros connard, retourne à Charles de Gaulle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en gros, non, je suis pas sûr de voir ce que tu veux dire. En gros, il dit ne vous mettez pas dans des domaines où vous êtes susceptible de subir un Black Swan. Oui, je comprends. Enfin, j'ai compris le conseil, mais après, je suis un peu d'accord avec les détracteurs qui disent Cimer, mais en gros, concrètement, tu vois, genre, en fait, en gros, de pas se mettre dans le quatrième cadran, c'est de faire en sorte que n'importe quel événement improbable qui t'arrive dans la gueule, il soit pas suffisamment important pour remettre en cause ta survie. Et je trouve ça facile à dire, quoi. Oui. Ouais, c'est ça, parce que du coup... genre Cimer Nassim, tu vois. Mais ouais, en fait, le truc, c'est que... mais faisons... Par exemple, si on prend des trucs concrets par rapport à nous, tu vois, parce que j'avais parlé d'entreprise, mais même par rapport à nous, tu sais, on parlait de gens qui se font des bunkers en cas d'attaque nucléaire ou des trucs comme ça, mais ça coûte hyper cher. Et nous, on le ferait, on n'a pas de terrain, et du coup, est-ce qu'on est censé quand même... Tu vois, il y a un rapport entre ce que tu vas mettre en place... Inspirez-vous de la nature. Inspirez-vous de la nature. Il est insupportable. Ce vieux sage là. Non, mais le truc qu'il veut dire, c'est qu'on n'a pas 5 reins. Ok, on en a 2. Donc, en fait, il y a une optimisation à trouver qui est risque mitigé par euro dépensé. Ouais, voilà. Okay. Mais il en parle pas de ça. Il n'en parle pas, mais ça me paraît... ouais, mais bon, c'est la première, tu vois, c'est le premier truc qui te vient. Non, mais tu n'as pas 5 reins, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, en gros, voilà, reprends l'exemple du casino, ils ont trop dépensé dans leur histoire de chasser les tricheurs, ils auraient pu en dépenser un peu pour monitorer qu'il n'y a pas un blaireau qui cache les déclarations sous le bureau, et qui leur fait pas des millions de pertes. Je pense que c'est ça que les gens lui demandent, c'est comment j'arrive à évaluer... ce que je mets où, quoi. Et ben c'est ça. Tu vois, à garder juste mes 2 reins, quoi, pas trop me préparer en ayant 5. Mais... Ne voyage pas à Orly avec une carte de Charles de Gaulle parce que c'est trop dangereux. Parce que le moment où va y avoir un accident, ça va être gravissime. Donc reviens à Charles de Gaulle avec ta carte Charles de Gaulle. Ouais. C'est ce qu'il dit. D'accord. Voilà. Donc, du coup, je sais pas si je dois faire un bunker ou pas. Non, mais voilà. Donc, vous comprenez les détracteurs, ça. Donc là, évidemment, nous, on découvre un peu. Mais oui, donc forcément, on a les premiers réflexes et on n'a pas eu le temps de digérer tout ce qu'on vient de voir. Mais s'il voit la vidéo, il va vous insulter. Quand même. Non, mais ok, tu vois. Je rigole. Non, mais c'est vrai qu'il a pas. Enfin, non, mais je comprends. Moi aussi, je commence à comprendre. Oui. Tu vois, Non, mais je comprends l'avancée dans le truc par rapport à avant. C'est de dire, genre, ne te prépare pas uniquement contre des trucs prévisibles et garde une partie de tes ressources pour prévoir des trucs nawak. Donc ça, c'est clairement un truc nouveau à mon sens
Et c'est une avancée, effectivement. C'est bien expliqué, ouais. Voilà. Mais dans la partie, genre, quel pourcentage de garder pour la. Enfin, tu vois, c'est que ça manque de précision. Mais effectivement, je pense qu'il peut pas tout dire. Tu vois. Parce que ça dépend du domaine, effectivement. Voilà, exactement. Donc, quelle partie tu gardes pour les trucs nawak et comment tu te préserves contre les trucs nawak. Bon, c'est un champ des possibles vachement vaste, mais déjà, c'est une avancée de se dire, faut se préparer pour des trucs nawak, quoi. Et il faut avoir, j'aime bien aussi là, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut avoir conscience que on ne sait pas bien faire ça. Donc on a beaucoup de biais justement qui nous empêchent de prévoir, etc. Toute la première partie, vigilant, d'être vigilant là-dessus, quoi. Ben voilà, Black Swan, conclusion du bouquin. Je vous fais la dernière phrase. Imaginez un grain de poussière sur une planète 1 milliard de fois plus grande que la nôtre. C'est la probabilité que vous soyez né. Donc arrêtez avec les centimes. Rappelez-vous que vous êtes un signe noir. Et merci d'avoir lu mon livre. C'est beau, le bâtard. Il nous a mis bien assis. Grave.